pour cette session que j'ai le grand plaisir d'animer à l'invitation d'Europlace, donc une session importante sur le thème Paris, une place financière globale au service de l'Union européenne, qui tombe évidemment assez bien, j'allais dire, je ne sais pas, quand les organisateurs ont choisi ce sujet, ils savaient que ça allait tomber aujourd'hui dans le contexte sur lequel je ne reviens pas, mais évidemment, ça prend d'autant plus d'importance peut-être d'en parler dans la nouvelle situation politique que traverse la France. Alors avec nous sont présents Marianne Barba-Layani, la présidente de l'Autorité des marchés financiers, qui est à côté de moi. Notre hôte, j'allais dire, Augustin de Romanet, le président de Paris Europlace et président également du groupe ADP. Delphine Damarzit, qui est la directrice générale d'Euronext Paris, qui nous a rejoint. Bonjour Delphine, je crois que vous avez déjà participé à quelques panels. Alexandre Holroyd, le député Renaissance et président du groupe. Ouais, voilà, pardon. Et auteur d'une loi, en tout cas bien connue, dont on a déjà un peu parlé au déjeuner, mais on va y revenir plus en détail. Et enfin, Lorenzo Binispaghi, le président du conseil d'administration de la Société Générale. Pour commencer, peut-être, pour poser, mais vous en avez sans doute beaucoup parlé depuis ce matin, mais demander à Augustin de Romanet d'introduire et de poser les choses. Je dirais, on va essayer de regarder au cours de ce débat ce qui va bien, ce qui va mieux, ce qui s'est amélioré pour Paris, ce qui reste à faire, et il y a probablement encore du pain sur la planche. Alors peut-être, Augustin, nous dire quelques résultats des bilans depuis le Brexit. Quand même, il y a des très bonnes nouvelles. On peut dire que Paris, c'est une place financière mondiale d'importance. Merci beaucoup Philippe, bonjour à toutes et à tous, enfin rebonjour. Alors si on décide de regarder la grande forme, on est plutôt dans un moment de cycle ascendant et sur un moment assez favorable. Si vous vous souvenez des forums de Paris Europlace dans les années 2010-2012, c'était un concert de lamentation sur le fait qu'on n'arrivait pas à attirer les talents à Paris, qu'on avait des taxes trop élevées, etc., etc. Bon, beaucoup a été fait. Je pense notamment à l'époque où Manuel Valls a été Premier ministre. Et avec les gouvernements que nous avons depuis 2017, les promesses ont été tenues. Je pense notamment à la promesse de baisse de l'impôt sur les sociétés, qui, comme le disait Olivier Grégoire tout à l'heure, n'était pas forcément évidente à tenir. 11 milliards de manque à gagner par rapport aux 33%. Et puis, Alexandre Leroy nous en parlera, mais nous demeurons sur un mode de rechercher les petites améliorations ponctuelles qui permettent de continuer ce trend favorable. Alors, je vous donnerai simplement quelques chiffres. Je vais tâcher de ne pas être trop long. Paris, première place financière de l'Union européenne par le nombre d'emplois, et 5e au monde. 20 000 emplois créés à Paris entre 17 et 22. 350 000 emplois dans la finance en Île-de-France contre 420 000 à Londres. Un solde courant des services financiers qui a doublé dans les 5 dernières années. Et nous avons à Paris la première banque européenne, le premier asset manager européen, le deuxième fonds de private equity en Europe et le deuxième assureur européen. Donc ça, c'est les données. On le voit bien, grâce au nombre de corporates qui ont leur siège social à Paris, on est la ville la plus attractive en Europe pour les banques d'investissement. On a un pool de talents exceptionnel, avec notamment des grandes écoles, le Paris-Saclay, Paris-Sciences et Lettres, la Sorbonne. On a les meilleurs masters en finance. Donc, globalement, on est dans un contexte qui est plus favorable qu'il y a 10 ans. On a eu donc, je l'ai dit, la réduction de l'impôt sur les sociétés, la réduction des impôts de production, le prélèvement forfaitaire unique, l'ISF qui est devenu l'IFI, un barème d'indemnité prud'homale avec maintenant un plafonnement en valeur pour les traders qui sera dans la loi, qui sera promulguée d'ici quelques jours, monsieur le député. Et puis, amélioration du régime des impatriés, des régulateurs qui sont reconnus comme de la meilleure qualité en Europe. Souvent, on nous dit que grâce à la régulation française et à sa qualité, c'est bien de s'installer à Paris. Et puis, le Brexit a amplifié cette dynamique. Alors, les risques, pour conclure. Les risques, c'est que à tout moment, on peut avoir des prurites de taxes sur les transactions financières. On peut avoir des réactions non compréhensibles. Je pense par exemple au rachat d'actions, où la taxation des rachats d'actions a été vue comme une espèce de symbole de ce qui pouvait être fait d'utile, alors même que c'est méconnaître la réalité du fait que le rachat d'actions, c'est exactement comme un dividende et ça ne change strictement rien à la richesse de l'entreprise. Donc, on a
des menaces, on va dire, d'opinion publique ou parlementaire. On a des menaces urbaines. Je pense par exemple à la politique de la ville de Paris qui, en faisant un PLU biodiversité, court le risque, si elle continue comme ça, de chasser les sièges sociaux du centre de Paris. Et puis, on a aussi un risque européen, mais ça, c'est le sujet global de cette journée, avec le risque de perte d'attractivité de l'Europe par rapport aux grands centres financiers américains ou chinois. Donc, en conclusion, ce que je peux dire sur votre question, Philippe, de bilan, on peut voir la bouteille à moitié pleine, c'est-à-dire que depuis 10 ans, il y a incontestablement un climat de confiance qui s'est établi et une vraie stabilité. Quand je repense à mon prédécesseur Gérard Mestralet, il avait la lourde tâche chaque année de grommeler pour réclamer des mesures nouvelles parce qu'il considérait que Paris n'était pas attractif. En ce qui me concerne, depuis 6 ans, j'ai eu le bonheur de dire une seule chose au gouvernement, vous respectez vos promesses, notamment sur la baisse de l'IS, ce qui a été fait. Et d'autre part, lorsqu'on suggère au gouvernement des mesures pour l'attractivité du pays, il a la bienveillance de les accepter, qui plus est en ayant l'habileté de ne pas porter les projets lui-même, mais de les confier à des députés intelligents et sagaces qui sont capables de porter une PPL. Donc, je me souviens quand on a créé le pacte Dutreil, au début c'était Alain Lambert, ministre du Budget, qui devait porter le texte. Et j'étais son directeur de cabinet. Et on s'est dit tous les deux non. Il vaut mieux que ce ne soit pas le ministre du Budget qui porte le pacte Dutreil, parce que ça va apparaître comme le grand capital qui est au service des grands capitalistes. Donc on va faire porter ça par un petit ministre des PME inconnu qui s'appelle Dutreil, et on pense que comme ça passera plus facilement. C'est ce qui s'est passé. Donc le bilan est très positif, et les menaces sont suffisamment importantes pour qu'on reste vigilant. Je note que quand un petit ministre des PME fait une loi importante, ça devient un grand ministre, peut-être, qui reste dans l'histoire, finalement. Son nom reste, il est incontestablement resté. On ne se souvient pas de tous les ministres des PME. Il est incontestablement resté dans l'histoire, et c'est une façon pour moi de dire qu'il faut absolument préserver les pactes Dutreil, parce que c'est un élément déterminant du maintien des capitaux familiaux dans le pays. On pourra en reparler sur ce sujet fiscal, peut-être, alors, puisque pacte Dutreil, effectivement, a laissé son nom dans l'histoire fiscale et de l'attractivité, effectivement, pour les PME. Peut-être, Alexandre Leroy, est-ce que votre nom restera comme une des grandes lois sur l'attractivité? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, pour celles et ceux qui n'auraient pas tous les détails? On en a un peu parlé à midi, mais cette loi, finalement, quels en sont les grands principaux équilibres qu'est-ce que ça va changer? Et comment vous l'avez élaboré, effectivement, pour changer, finalement, quoi ces petits aménagements, ce que disait Augustin, qui peuvent changer le sentiment, l'attractivité de Paris. Alors, déjà, bonjour à tous. Pour la petite anecdote, il y a 7 ans et demi, 8 ans, il y a eu un changement politique avec quelqu'un qui se profilait pour devenir le candidat à la présidentielle. Et il se trouve que quelqu'un que je connaissais a rejoint son équipe. Et c'est comme ça que je suis rentré aux côtés du président de la République pour la première élection. Et cette personne s'appelait Renaud Dutreil. Il se trouve que Renaud Dutreil était un ami, est un ami toujours. Et du coup, c'est la première personne que j'ai appelée pour vous faire rentrer. De comme quoi, l'histoire est un peu circulaire. Sur l'attractivité de la place, la première chose à dire, je pense, c'est ce que Augustin a dit en substance, mais je pense qu'il faut le dire de façon plus claire, c'est le spectaculaire succès que les dernières années sont. Et je pense que notre débat politique souffre beaucoup que les succès de notre pays ne soient pas assez mis en avant dans le débat public. Et si je vois et je parle à nos concitoyens, je pense qu'il y en a peu qui sont conscients des succès économiques des dernières années et que c'est bien malheureux et qu'on risque de tous le regretter amèrement dans les années qui viennent. Donc je pense qu'il faut être très clair que les réformes qui ont été engagées en 2017, tambour battant, qui paraissait absolument impossible, ne serait-ce que quelques semaines plus tôt, la réforme du marché du travail, la réforme de la fiscalité dans les 6 premiers mois d'une élection, ça a eu un changement et un bouleversement profond. Et moi, je le vois d'autant plus, non seulement en tant que député qui a travaillé pas mal sur ces sujets-là, mais aussi en tant que député des Français à l'étranger. Je suis député des Français qui habitent à Londres. Je suis député des Français, enfin j'étais, excusez-moi, parce que jusqu'à 8 heures du soir, dimanche soir, des Français qui habitent en Europe du Nord. Et partout où je vais, je rencontre mes interlocuteurs,
je rencontre des gens qui travaillent dans les services financiers. Il y a quelques semaines, j'étais en train de rencontrer le fonds souverain norvégien dans le cadre de mes fonctions à la Caisse des dépôts, et tous disent mais c'est incroyable ce que vous avez fait en quelques années. Le changement prodigieux du regard qui est porté sur Paris en tant que place financière, il est remarquable à l'étranger. Donc on va dire qu'il a commencé avec les réformes Macron 1 dans la période 2017, 2018. Mais c'est un bouleversement total. 2019. Donc, mais ça, c'est un acquis. Je pense que tout le monde les connaît. Pourquoi vous avez tenu à faire un texte supplémentaire dans ce cadre-là? Je pense que c'est un acquis. Je ne pense pas que tout le monde le connaît, donc je pense que c'est important de le mettre en avant. Sur la loi, moi, je suis toujours un peu perturbé par cette idée de la compétitivité d'une place ou d'un pays. C'est un but final. La réalité, c'est que c'est un combat permanent. C'est une guerre de mouvement. Tout le monde bouge en même temps. Chacun essaie d'améliorer et d'acérer ses avantages compétitifs. Et il va falloir une PPL, et j'ai pas la présomption de laisser mon nom à cette PPL, mais il en faudra bien d'autres. Et il y aura des nouveaux mouvements avec des nouvelles modalités de financement qu'il faudra à nouveau coder dans le travail, et il faudra à nouveau regarder, etc., etc., etc. Donc la réalité, c'est que cette loi, elle fait partie d'un immense ensemble de Legos qui font la compétitivité d'une place. Et elle était importante pour débloquer certaines situations assez clés, les droits de vote multiples, qui étaient une particularité de cette place, où on voyait qu'il y avait des entreprises qui allaient se coter ailleurs parce qu'il n'y avait pas de droits de vote multiples, donc il fallait débloquer. On voyait des entreprises qui nous disaient que les augmentations de capital étaient freinées par les complexités autour des DPS, donc on avance et on clarifie. On voyait que, suite au Covid, le droit et la pratique, selon les pays, avaient fait avancer la façon de faire des AG et de faire marcher la gouvernance des entreprises. Donc, on avance sur le sujet. On voyait évidemment que un droit français extrêmement protecteur en matière du travail s'appliquait pas très bien à des salles de marché qui sont conçues pour un univers un peu différent et qui se sont développées dans les années 90 et 2000 dans des structures juridiques avec des univers très différents, d'où le plafonnement des indemnités de licenciement. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on réalise au fur et à mesure. On va continuer à réaliser des choses à l'avenir. Mais aujourd'hui, cette loi, elle témoignait de deux choses. La première, c'était une détermination qui est toujours là de continuer à avancer sur ces sujets et de pas de se dire ça y est, on l'a fait dans les 6 premiers mois de 2017 ou dans les 8 mois, et puis c'est pas grave, on y reviendra dans 10 ans. Et de se dire c'est un travail permanent de regarder comment notre économie évolue, comment ces structures de financement évoluent et qu'est-ce qu'on doit mettre à jour dans nos différents codes qui sont volumineux et nombreux pour faire en sorte que les investisseurs continuent de vouloir venir ici en grand nombre comme ils l'ont fait dans les dernières années. J'ai envie de demander à Lorenzo Binismaghi, peut-être, puisque le banquier, le praticien finalement de la place aussi que vous êtes, est-ce que cette loi et tout ce qui a été dit, vous avez l'impression que ça va débloquer effectivement des situations, ça va faire venir de nouveaux emplois, ça va faire venir de nouvelles cotations à Paris? On pourra également demander la même chose à Delphine Damarcit après. Non, mais en effet, je pense que ce qui a été dit jusqu'à présent était fondamental de deux points de vue. Un, c'est la compétition est quelque chose de dynamique, mais en même temps, il faut stabiliser l'acquis. Donc, il faut avoir une certaine crédibilité et éviter l'incertitude. Donc, dans la mesure où, je dirais, ces deux éléments continuent, je pense que on continue. Enfin, ce qui a été fait va être capitalisé. Puis on parlera peut-être de l'aspect plus général des marchés des capitaux, parce que nous sommes quand même en Europe, et donc la compétitivité de Paris dépend de la compétitivité européenne. Mais ce qui est important, je pense, c'est que ces deux éléments, c'est-à-dire de continuer à bâtir sur ce qui a été fait, et de ne pas remettre tout en question. Parce que une fois qu'on perd la crédibilité de ce qui a été fait, c'est très difficile de recommencer. Donc je pense, et ceci, si je peux me permettre, juste un élément final, ce qui est fondamental, c'est un élément culturel sur lequel je pense que vous pourriez aussi donner votre contribution des moyens de communication. Si on regarde à ce qui se passe aux États-Unis en particulier, sur lequel en Europe nous sommes un peu en retard, c'est un élément culturel, c'est-à-dire de comprendre que la place financière et l'économie réelle sont deux éléments qui sont complémentaires. Donc l'idée qu'on peut aider l'économie réelle en abaissant ou en pénalisant le système financier n'a aucun sens. C'est quelque chose de très européen. Et je pense que ce qui a été fait en France durant les dernières années, c'était d'essayer de combattre cette idée
et de présenter cet aspect fondamental que la finance et l'économie réelle sont two sides of the same coin, comme on dirait en anglais. On voit un peu venir, il y a cette formule sur la finance qui était l'ennemi sans visage. Voilà. C'est vrai que on peut pas construire une économie florissante si on a ce genre de... Le discours a un peu changé, ça, c'est certain. Je pense que l'important, c'est de continuer sur cet élément culturel fondamental qui est très compliqué en Europe, hein, parce que on est différent par rapport aux États-Unis. C'est une idée assez compliquée de croire. Et on a besoin des entrepreneurs. On a besoin des institutions financières pour faire passer ce message, que les deux soient sur le même bateau et défendre ce qui a été fait tous les deux, hein, toutes les deux composantes, disons, de l'économie, pour faire en sorte que ce qui a été fait jusqu'à présent ne soit pas remis en discussion. Delphine, peut-être votre point de vue, parce que la Euronext, la bourse, est lieu justement de cette réconciliation entre la finance et l'économie réelle. Donc est-ce que vous avez l'impression déjà que ça va mieux? Peut-être donner quelques chiffres sur finalement la bonne santé d'Euronext et de la Bourse de Paris. Et est-ce que les mesures qui sont prises vous semblent de nature on pense notamment au droit de vote multiple, ça peut changer la donne? Alors, peut-être une première contribution anecdotique qui est pour vous donner un témoignage, qui est que chez Euronext, comme dans beaucoup d'entreprises, y compris dans le secteur financier, on reçoit régulièrement nos clients. On fait des événements clients. Et nos clients chez Euronext, c'est les émetteurs et les membres de marché, les brokers, les courtiers, pour parler français, et puis les donneurs d'ordre qui sont les asset managers, le buy side. Et je pense que les personnes qu'on rassemble à Paris dans ces événements, très, très business, ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on a un épaississement des relations avec plus d'acteurs qui se sont implantés et des talents qui sont revenus, y compris dans les maisons françaises, etc. Une compétition entre eux qui fait qu'il y a plus de substance à Paris. Et cet effet de cluster, on le vit au quotidien, avec un effet d'entraînement progressif, puisque ça commence par des vendeurs, ensuite on vous met des traders, et puis ensuite finalement on voit se développer des maisons du côté de l'asset management y compris des fonds quantitatifs, etc. Donc ça ne veut pas dire que Londres a été entièrement déplumé, mais à Paris on a beaucoup plus de substance et on le vit réellement. Et je pense que ce qui est très important, c'est que ça s'est fait sur des bonnes idées de réglementaires et d'incitation type impatriation, mais d'abord sur une proposition de valeur des talents. Des talents qui étaient disponibles, pour former des équipes et qui étaient disponibles chez les régulateurs pour comprendre ce dont on parlait. Parce que les banques françaises étaient restées, avaient gardé des salles de marché, et donc on avait des régulateurs de marché et un superviseur prudentiel capable de valider des modèles internes, comprendre ce que c'était qu'un marché, le réguler de manière professionnelle. Et les vrais acteurs, la vraie place, ne cherchent pas le moins-disant de supervision, enfin en tout cas certains le cherchent, mais pas des gens substantiels. Ils cherchent des interlocuteurs qui seront profonds et qui seront là au bon moment, en ayant été pertinents. Voilà pour le premier élément. Le deuxième sur le développement d'Euronext. Il marche en fait aussi fort que on est au milieu d'un monde multilatéral, le marché, et donc on est aussi fort on est porté par nos maillons forts et on ne peut pas être plus fort que notre maillon le plus faible. Donc quand on parlera de ce qui va moins bien, mais on verra quels sont les éléments sur lesquels on a besoin que l'Europe soit plus forte en particulier pour porter toute la place et on l'espère nous au milieu. Troisième message, on a pu se développer dans ce contexte de bonne santé de la place de Paris, de manière stratégique, dans une dynamique gagnante-gagnante entre la France et l'Europe. C'est-à-dire que Euronext s'est approfondi en Europe, le modèle de marché unique et de liquidité unique sur un seul système informatique avec plusieurs points d'entrée s'est étendu à plus de géographie et pas au détriment de Paris. Paris, le siège opérationnel du groupe, Paris a vu ses effectifs croître sur des profils stratégiques, quand bien même la France n'est plus la première géographie en termes de revenus ou d'équipes, parce que Borsa Italiana, on a acquis un groupe qui avait l'ensemble de la chaîne du listing au post-trade et
magnifique franchise italienne de fixed income qui n'existe pas complètement à Paris. Avec ces plusieurs jambes, on a renforcé tout le monde. Et ça, on a eu une place de Paris, des régulateurs parisiens, des autorités politiques qui l'ont accepté, compris et porté. Alors beaucoup parce que nos parties prenantes sont elles-mêmes européennes ou pan-européennes. Il y a plusieurs modèles multilocaux. Chez certains, donc on a des grandes banques qui ont été citées. On peut aussi citer des acteurs qui se sont développés intelligemment comme Kepler ou Odo, qui ont joué aussi ces systèmes multilocaux en complément de ceux qui étaient universels, on va dire, et qui ont déployé ça. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui nous porte et qui est accepté. Et donc on a eu, je pense, c'est la réunion d'une compétitivité qui est travaillée pour son pays et d'une vision ambitieuse pour l'Europe. Donc la place de Paris n'est pas malthusienne et elle n'est pas protectionniste. Et je pense que c'est la garantie du succès. Après, on peut reparler d'IPO et de choses comme ça, mais on peut faire ça peut-être si tu me relances, sinon je rends la parole. On verra. Non, mais peut-être, tant que vous avez le micro, parce que on a envie de savoir un peu, est-ce que ça va repartir, les IPO? On parle beaucoup d'IPO dans la tech. Il y en a quand même pour le moment assez peu, mais il y a des candidats. Je sais que ça commence à bouillonner. Est-ce que vous êtes confiante là-dessus? Alors, et puis, quand même, répondez à la question. Est-ce que tous les efforts faits par Alexandre Holroyd pour vous obtenir les droits de vote multiples, ça va servir à quelque chose? C'est une stratégie pour parler plus, tu sais. Donc alors. Stratégie pour pas répondre aux questions, mais je pas la question. Pardon, mais je pensais avoir répondu aux questions quand même. Alors, la loi attractivité et la loi Holroyd, on espère qu'elle va s'appeler comme ça, donc elle sort maintenant. Elle est extrêmement importante pour nous. Je pense pas que ce soit des petites choses anecdotiques. Au contraire, c'est des choses assez audacieuses. Nous donner la possibilité de proposer aux entreprises qui le souhaitent des droits de vote multiples dans notre droit. Sinon, c'est pas très compliqué, elles le prennent dans d'autres droits. Ça ne veut pas dire que ce sera le mainstream. À Amsterdam, il n'y a pas une majorité d'entreprises qui ont des droits de vote multiples, c'est plutôt minoritaire. Mais c'est des cas spécifiques. Les augmentations de capital, on avait fait un constat chez Euronext qui était qu'on avait moins d'opérations d'augmentation de capital, notamment pour les entreprises de taille des PME ETI, ou des entreprises de croissance, pour qui une opération avec DPS, c'est très lourd, parce que c'est pas liquide et que ça crée des complexités. Pour qui les décotes devaient être significatives, elles étaient encadrées. Enfin, il y avait un certain nombre d'éléments qui ne concerneront pas, il faut pas s'inquiéter là-dessus, je pense, les plus larges capitalisations, qui de toute façon sont tenues par les proxys et par des impératifs de gouvernance qui sont à hauteur de leur taille. Mais pour des entreprises qui sont encore en croissance et qui sont de taille réduite et qui ont donc une liquidité correspondante, ces dispositions étaient nécessaires. Et puis, on a eu une disposition qui est intervenue au Sénat, mais qui avait été bien discutée en amont, sur la simplification. Il faut quand même rendre aussi à César, enfin à un autre César, une partie de l'équation, qui va être la simplification des critères d'éligibilité des entreprises au PA-PME, qui, je pense, va relancer cet outil, qui est extrêmement utile. Alors, ce n'est pas les fonds de pension, c'est un outil qui existe parmi d'autres, mais il faut aussi cultiver ce qu'on a pour continuer pour relancer les choses à très court terme. Et je pense que là, c'est une mesure qui va être rapidement distribuée dans les réseaux, parce qu'elle va permettre d'exposer davantage d'entreprises. Alors, sur les IPO, oui, ça repart. On en a eu deux des très belles opérations sur des entreprises qui étaient mûres, bien préparées, avec des prix attractifs, donc des très bons comportements le premier jour, ce qui fait plaisir, et des très bons comportements dans les jours qui suivent et les mois qui suivent également. Donc Planisware qui s'est introduit il y a quelques semaines, et Exosens la semaine dernière. Deux opérations qui ont aussi l'intérêt de montrer qu'il est possible pour le private equity de sortir en bourse. Donc d'avoir une opération dans laquelle un investisseur historique, plus ou moins ancien, peut, et les fondateurs, le cas échéant, peuvent, à l'introduction en bourse, placer une partie de leurs actions avec un bon comportement de l'action, sans que ça crée une défiance. Et pour ça, il faut respecter un certain, on va dire, cahier des charges, sur lequel on a beaucoup travaillé également sous l'égide de Paris Europlace, pour bien faire comprendre toute la dynamique qui est nécessaire en amont, pendant et après. Voilà. Et donc je pense que c'est reparti. C'est quelque chose sur lequel on sait dans l'environnement économique et de taux actuel qu'il y a des exigences qui sont reprises. Finalement, il n'est pas plus mal d'avoir bénéficié de ce rappel pour faire des opérations pour la durée. Merci, on y reviendra peut-être après. Alors, Augustin a loué l'importance de la régulation. Moi qui suis assez vieux, j'ai connu la commission des opérations de bourse. C'était
sur la Seine, assez loin du centre. Aujourd'hui, il y a l'autorité des marchés financiers au cœur de Paris. Est-ce que, Marianne Barbalani, vous pouvez nous donner un petit peu votre sentiment sur ce rôle, effectivement, du régulateur comme un appui pour la force d'une place financière? Alors, le rôle du régulateur, c'est de réguler, évidemment. Et ce qui est important, je pense, de ce point de vue-là, c'est que le régulateur soit attentif et proactif sur les questions de compétitivité. Nous en avons fait d'ailleurs à l'AMF une de nos orientations stratégiques. Nous l'avons affichée et nous le faisons en prenant un certain nombre d'engagements et de mesures. Alors la première chose très concrète que je pourrais citer, et Delphine Damarzit vient de présenter les 2 dernières introductions en bourse qui sont faites sur la place de Paris. Il est très clair que ces introductions en bourse ne se seraient pas faites sur la place de Paris si nous n'avions pas pris à l'AMF une mesure qui a consisté à supprimer l'obligation d'avoir une tranche dite retail, donc réservée aux particuliers pour les introductions en bourse. C'était un enjeu évident. On était en discussion avec les porteurs de ces projets depuis un certain temps, qui nous l'avaient dit très clairement. Pourquoi? Parce que si vous faites une tranche réservée aux particuliers, vous devez laisser votre offre ouverte pendant 6 jours à peu près, ce qui, dans l'état actuel de volatilité des marchés, est un obstacle évident. Donc, quand on parlait tout à l'heure du dynamisme de la compétitivité, oui, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Ces introductions en bourse, elles allaient se faire, et ce que nous avons fait au collège de l'AMF, le 19 mars, nous avons pris des mesures qui ont permis, effectivement, de faire en sorte qu'elles se fassent à Paris. La deuxième chose que nous faisons, c'est que nous nous sommes engagés à ne plus surtransposer le droit européen. D'ailleurs, l'obligation d'une tranche retail, qui est désormais facultative, c'était une surtransposition par rapport au droit européen. Et je pense que pour un régulateur, il est important de s'auto-administrer un remède important qui est de ne pas surréguler et de ne pas surtransposer par rapport au droit européen. Un peu de pragmatisme. Un peu de pragmatisme et aussi une écoute et une compétence. La première contribution du régulateur à la compétitivité de la place de Paris étant sa compétence et aussi son exigence. Je crois qu'il est clair, ça a été dit d'ailleurs également, qu'une place comme Paris, et c'est le cas aussi au niveau européen, où on a une certaine vision de la finance, une place comme Paris ne jouera jamais le moins-disant réglementaire. Donc, ce que nous apportons, nous, c'est de la compréhension, de la compétence, une intelligence de la réglementation, une compréhension de ce qui se passe chez les acteurs et une attention forte, effectivement, à ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on parlait tout à l'heure des droits de vote multiples. Les droits de vote multiples, ils existaient dans un certain nombre de pays européens. Ils étaient prévus par le Listing Act européen. Donc, il était urgent que Paris se dote de cet instrument. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense que des lois Holroyd, il faudrait qu'on puisse en avoir régulièrement. La problématique... He will be back, he will be back. Une des problématiques que nous avons, c'est beaucoup de choses passent par la loi. Donc, quand ça passe par le règlement général de l'AMF, on peut agir relativement rapidement. Quand ça passe par la loi, on manque régulièrement d'un véhicule, et donc il faut qu'on se dote d'une agilité réglementaire, que ce soit au niveau français d'ailleurs, ou au niveau européen. On y reviendra, mais évidemment, le développement de la place de Paris, c'est un sujet parisien, européen, c'est un sujet d'ailleurs de long terme, je pense qu'il faut le dire. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Ça fait au moins depuis le Brexit qu'il y a une forme de consensus politique fort autour de l'idée qu'il est important de développer des marchés de capitaux. C'est un consensus qui existe à Paris, c'est un consensus maintenant qui reprend beaucoup d'importance au niveau européen, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, je pense que ça sera évoqué. La notion d'autonomie stratégique liée à l'existence de circuits financiers forts et qui achemine les financements vers les entreprises françaises, vers les entreprises européennes, est aujourd'hui clé. Elle est portée au niveau européen. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, le fait le plus nouveau que nous avons à évoquer aujourd'hui. Donc, du très concret et du très court terme, oui, on sait s'ajuster en permanence
pour rester dans la course et prendre les mesures nécessaires. On l'a fait récemment à l'AMF, comme je le disais, sur la tranche retail. Au-delà de ça, maintenant, l'enjeu est européen, c'est-à-dire que la place de Paris n'est pas une place isolée, elle s'insère après le Brexit dans un objectif de développement des marchés de capitaux européens. Elle est plutôt mieux placée que d'autres pour jouer un rôle de leader, pour tout un tas de raisons. Mais elle est aussi, je dirais, une contribution dans un objectif de développement des marchés de capitaux européens qui reste, pour le coup, très, très, très sous-développé. Merci beaucoup. Donc ça fait juste 30 minutes, puis il nous en reste 30. On a été sages, on a fait un premier tour de table où chacun a pu s'exprimer. Je pense qu'on va un petit peu agiter les débats maintenant, maintenant qu'on a bien compris que la place de Paris va bien mieux, que effectivement de 2012 à 2024, on a fait des progrès pour comprendre que la finance est un secteur clé de l'économie et contributeur à l'enrichissement du pays par plein de niveaux, des faits d'accélération qu'on mesure de façon claire. Et le Brexit a été de ce point de vue-là aussi un accélérateur peut-être de cette prise de conscience de l'opportunité. Mais maintenant, on est en 2024. Et en 2024, il y a quelques éléments quand même dans un monde qui change, qui se transforme, qui nous conduisent peut-être à regarder le débat aussi avec, je dirais, lucidité. C'est-à-dire que la place de Paris, c'est très bien, mais la place de Londres reste quand même une très grande place financière. Je crois que personne n'en doute. Je dis ça devant chez Europlace. J'espère qu'ils ne se vexeront pas que je le dise. Et d'ailleurs, vous continuez, je crois, à faire beaucoup de roadshows à l'étranger pour montrer qui nous sommes et que nous avons plein d'atouts. Mais la place de Londres reste une place importante, sinon dominante. Et la place de New York reste très attractive, à tel point que une des plus grandes entreprises du CAC 40, Total Énergie, il y a quelques semaines, juste avant le sommet Choose France de notre président de la République, dit « Moi, j'irais bien me coter à New York parce que... » Alors, il a été... après, il a expliqué, parce on s'est dit « Est-ce que c'était la cotation principale ?» Alors, on va pas rentrer dans tous les détails techniques. Je dirais que le message qu'on a reçu, je voudrais vous interroger là-dessus, montre qu'il y a encore du travail et où la dimension européenne que vous abordez, effectivement, peut être une réponse. C'est-à-dire que Paris soit une place importante, c'est le cas. Le thème de la table ronde que vous nous avez confié, c'est une place financière globale au service de l'Union européenne. Donc, depuis, il y a eu un rapport d'Enrico Letta qui malheureusement, mais je crois, fera une petite capsule vidéo qu'on aurait aimé entendre, mais qu'on entendra quand même un petit peu, a fait un rapport en disant une des solutions, c'est effectivement que l'Europe, finalement, change d'échelle au niveau de cette union des marchés de capitaux. Est-ce que ça peut être une réponse ou pas au problème qu'a rencontré Total? Je voudrais peut-être vous entendre les uns ou les autres, parce que il y a Total, mais il n'y a pas que Total, finalement, qui peut être confronté à cette problématique. Il y a peut-être une spécificité Total liée au fait que le marché européen est peut-être plus sensible aujourd'hui, ou les investisseurs, à ce qu'on appelle l'ESG que les Américains. Donc j'ai envie d'entendre Augustin peut-être là-dessus pour poser, je sais qu'Augustin aime bien taper du poing sur la table de temps en temps sur ces sujets. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation et en quoi ça bouscule un petit peu un certain nombre d'idées reçues et ça vous remobilise pour la suite? Bon, je suis pas sûr d'être le plus compétent, Philippe, pour répondre à ta question piège, mais néanmoins, je vais répondre à l'exercice. Moi, il me semble que la question de Total est assez ponctuelle, au sens où, comme le dirait mieux que moi Delphine Namarzi, ça n'est pas un problème de liquidité du titre. La liquidité de Total à Paris est très bonne. Est-ce que c'est un problème de valorisation? Alors, il est vrai que la valorisation de Chevron est 2 fois plus élevée que Total en termes de rapport coût-bénéfice. Cela dit, quand Linde, la boîte concurrente de l'Air Liquide, est venue se coter aux États-Unis, elle n'a pas singulièrement amélioré sa valorisation. Donc il n'y a pas une bijection entre le fait d'être coté à New York et le fait d'améliorer sa valorisation. À titre personnel, j'aime toujours chercher la vraie raison. Et je pense que la vraie raison, c'est que les investisseurs américains sont a priori un petit peu moins sensibles aux questions environnementales que les investisseurs français, peuvent peut-être un peu pénaliser Total d'un discours qu'ils n'ont pas encore perçu comme clair sur le changement d'optique de l'entreprise qui passait de Total tout court à Total Énergie, c'est-à-dire que Total investit beaucoup dans les énergies renouvelables. Et donc, le fait qu'ils ne puissent pas exactement trader des actions pures et simples aux États-Unis, mais des certificats d'actions qui sont un tout petit peu plus compliqués à traiter, a pu donner le sentiment au conseil d'administration de Total que, même si c'était relativement modeste,
il y avait quand même une utilité pour la valorisation du titre d'être coté à la fois par des actions pures à New York, tout en gardant une cotation avec des actions pures à Paris. Donc il me semble qu'on a fait peut-être une grosse tâche avec une petite tâche, en faisant d'un sujet qui est un sujet, après tout, d'intérêt social de Total, un petit peu mieux valoriser son titre, sans que ça atteigne des proportions extraordinaires. On en a fait une affaire de prestige national, ce qui me semble pas être le cas. Voilà mon analyse. Très intéressant, et on va écouter Delphine, parce qu'évidemment, si vous êtes au premier chef intéressé, Delphine Lamarzit, mais juste pour ajouter un point à ce que vous dites, Augustin Romanès, c'est que moi, je suis qu'un média, je connais pas grand-chose à tout ça, je regarde, j'observe, mais c'est quand même le ministre des Finances qui a dit « je ferai tout pour empêcher Total de partir ce côté à New York ». À la télé, à la radio, il a dit partout, et c'est le président de la République lui-même qui a répété il y a quelques jours la même chose en disant, je crois dans une interview à l'Express, j'encourage Patrick Pouyanné à bien regarder quand même tout ce qu'on fait pour lui en France aussi. Donc il y avait une forme de menace à peine voilée. Donc on voit bien que c'est un sujet qui en tout cas a piqué au vif de nos politiques. Donc c'est qu'il y a quand même un sujet. Oui, je pense qu'il faut accueillir toutes les questions et puis surtout les objets qui font sens et qui font réagir les gens. Donc moi j'ai la question à chaque panel, donc on va pas l'ignorer. Je pense aussi que le président et le ministre on dit, d'abord, on aime Total, on aime cette entreprise, on veut qu'elle soit cotée à Paris. Donc là-dessus, la clarification a été très claire et nette. Total est et restera cotée à Paris. Donc la question, c'est effectivement, est-ce qu'une cotation secondaire mais en action ordinaire à New York améliore les choses par rapport au possible risque que ça peut aussi entraîner d'être coté aux États-Unis, au point de mener à bien un projet de double cotation. Je pense que c'est utile d'avoir ces débats et que ça aide à des clarifications et ça fait aussi un petit peu réfléchir, ce qui n'est jamais inutile pour continuer d'avancer. Deux messages. Les actionnaires américains ont accès à Euronext, heureusement, parce qu'ils sont nombreux sur notre place et ils y ont accès de manière très facile et très simple à travers les intermédiaires qui amènent les actions en Europe. Sinon, on aurait un gros problème. Et c'est tout l'objet d'Euronext d'avoir été suffisamment significatif en termes de taille et de modernité et de latence, etc., pour justement que tous les investisseurs internationaux puissent être branchés. Il y a des catégories très spécifiques d'actionnaires qui ne peuvent investir qu'en titres ordinaires enregistrés aux États-Unis, mais c'est vraiment minoritaire. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est principalement une problématique de valorisation, comme toujours extrêmement multivectorielle, et on ne peut pas, entre guillemets, imaginer que parce que le multiple d'une moyenne d'entreprise est supérieur aux États-Unis, on va là-bas et on obtient directement cette valorisation. Il peut y avoir des effets incréments. Automatiques, d'accord. Non, parce que il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu et ça marche pas comme ça. Alors, donc on travaille avec Total pour discuter de tout ça sereinement et on apporte nous notre expertise. Donc vous cherchez des réponses. Ce sont nos clients, on cherche des réponses, ils feront un bilan et de toute façon il faut accepter ces questions et je pense que c'est utile aussi d'accueillir ces questions. Pour moi, je crois que Augustin l'a dit, le vrai sujet c'est comment est-ce que l'Europe permet deux choses, le financement et suffisamment de biais domestiques, on va dire ça comme ça pour utiliser un terme technique, en Europe pour que le bassin d'investisseurs soit attrayant et qu'il y ait un avantage comparatif supérieur à être coté en Europe. Et puis deuxièmement, peut-être plus spécifiquement, c'est là qu'on rentre, je pense, dans le vif du sujet pour Total. Comment est-ce qu'on s'assure que l'aspiration ESG, qui est légitime et qui continuera, ne va pas jouer contre la transition, contre les efforts de transition? Parce que sinon, le pire des situations, c'est je suis trop vert, je suis jamais assez vert pour l'Europe, je suis pas tout à fait assez brun pour les US, je suis mieux valorisé aux US si je suis plus brun, je choisis d'être plus brun. Bon, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est important pour cadrer le débat. Et donc on en revient au sujet fondamental qui est, si on veut que tout ça fonctionne, il nous faut un bassin d'épargne et un bassin donc d'investissement plus liquide, plus important, plus ça va être le thème de la suite de notre débat, peut-être en demandant à Lorenzo Bini-Spaghi ce qu'il pense du sujet. Est-ce que, parce que, ok, il y a un sujet ESG en Europe, ou plutôt il y a un sujet ESG aux États-Unis, enfin en tout cas il y a un sujet de part et d'autre de l'Atlantique, sur le E d'ailleurs, surtout de ESG, pour des raisons que chacun peut connaître en lisant la presse, compris la Tribune, c'est très bien, je vous conseille. Donc voilà, ça on en parle. Mais est-ce que c'est
pas l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas, effectivement, d'entreprises qui pourraient être confrontées à cette situation? Et est-ce qu'il y a une réponse européenne plus globale? Je crois que c'est ça le thème, finalement, de notre débat. Est-ce qu'une union des marchés de capitaux pourrait être une réponse au problème de Total, mais au problème global que nous avons d'apporter plus de profondeur dans le financement de l'économie? Oui, je parle ici peut-être en tant qu'économiste, pas que président de Société Générale. Enfin, j'ai une vision peut-être un peu différente, revenant à ce que je disais tout à l'heure, d'intégrer l'économie réelle et l'économie financière. C'est clair qu'un gérant d'épargne aux États-Unis ne raisonne pas de la même façon qu'un gérant d'épargne en Europe. Il suffit d'étudier la finance, hein, le home bias, tout ce qui, évidemment, le safe assets et tout ça. Donc si moi j'essaie d'être attractif pour un gérant américain, c'est très différent que d'être attractif pour un gérant européen. Le problème, c'est que le premier gérant européen, il est 10e dans le classement en termes de dimension. Pourquoi? Parce que l'Europe est petite, est fragmentée. Alors que les États-Unis sont un très grand marché et ils peuvent faire levier sur leur dimension pour faire croître des acteurs qui gèrent avec un cerveau américain, pour gérer de l'épargne américaine. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer les conditions pour qu'il y ait des gérants d'épargne européens. Et pour faire cela, il faut créer un marché européen de capitaux. Sinon, on va toujours essayer de courir après des gérants de fonds américains qui ont des priorités différentes. Je prends un exemple. Quand il y a un choc aux États-Unis, pourquoi est-ce que le dollar s'apprécie? Parce que quand il y a un choc, la réaction d'un gérant d'épargne, c'est je vais vers la sécurité, je réduis les risques. Et les risques, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en dehors des États-Unis. Donc c'est le paradoxe. Quand il y a un problème aux États-Unis, c'est l'Europe qui souffre. C'est pas normal. On devrait créer quelque chose de différent. Et ça, on ne peut pas le créer en pensant petit marché par petit marché, d'être attractif par rapport à ceux qui réfléchissent comme ça, mais c'est de créer des conditions pour gérer l'épargne selon des bases européennes. Je ne parle pas de la réglementation, de l'ESG, évidemment, de tout le reste. J'ai parlé d'un simple principe de gestion de portefeuille. Donc, il faut créer les conditions pour avoir un vrai marché européen qui gère l'épargne européenne, au lieu de déléguer la gestion à des personnes qui ont des incentives différents. Et justement, on se pose la question, pourquoi est-ce que je dois investir dans une société qui est cotée dans un autre pays? Et je pense que ce n'est pas le problème de M. Pouyanné, franchement. C'est le problème de ses actionnaires qui lui demandent pourquoi est-ce que vous êtes coté dans une autre... alors que si vous venez aux États-Unis, vous entrez dans des ETF. Et je pense que ça va devenir... ce qu'on n'a pas compris en Europe, c'est qu'il y a une concurrence pour la gestion de l'épargne. Parce que ceux qui gèrent l'épargne gèrent l'économie réelle. Je reviens toujours à ce concept-là qu'on n'a pas compris en Europe. Et donc, on a une influence sur l'économie réelle. Et je pense que cette compétition va devenir de plus en plus complexe. Novembre, on verra en novembre ce qui Et donc, quand Enrico Letta dit « much more than a market », l'Europe, c'est son rapport, c'est le titre de son rapport. Quand il dit il faut faire l'union des marchés de capitaux, quand il dit il y a 300 milliards d'euros d'épargne qui partent vers les États-Unis alors qu'on pourrait essayer d'en garder une. Non, il y en a beaucoup plus qui partent. Même un peu plus. Enfin, il y a 300 milliards qui pourraient s'investir, en tout cas 1%, c'est ça, je crois, du total, qui pourrait se réinvestir dans les actions européennes. Il a raison, on le fait, et on le fait comment? Non, le problème, c'est qu'on parle de union de marché des capitaux depuis des années, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Parce que à la fin, la réaction, c'est toujours de privilégier les marchés nationaux. Alors de libérer une concurrence et de faire en sorte qu'il y ait une seule réglementation et la meilleure place gagnera. Enfin, c'est ce qui se passait aux États-Unis. Évidemment, il y a des peurs, il y a des obstacles, il y a des forces qui jouent contre. Enfin, le vote de dimanche ne va pas vraiment dans le sens de l'accélération. Je ne sais pas. Mais c'est la peur, oui. C'est la peur de dire, voilà, si j'ouvre mon marché, c'est mon voisin qui va gagner. Alors, on ne se rend pas compte que ce n'est pas le voisin, c'est celui de l'autre côté de l'Atlantique qui est en train de gagner. Donc,
Je pense que c'est une réaction qu'il faut dépasser. C'est le même Il faut problème qu'on a sans eu doute avec- mieux l'expliquer aussi, y compris aux opinions publiques, parce que aujourd'hui c'est très loin de ce que les gens qui ont voté dimanche peuvent. Mais c'est la réalité. Le fait, c'est que l'épargne est gérée aux États-Unis. L'épargne des Européens est gérée par des institutions américaines. Beaucoup d'entreprises ont parlé de Total. Bon, moi, je pense que c'est un trend. L'attractivité des États-Unis va augmenter au dépit de l'Europe. Donc, il faut réagir avec une mentalité européenne et sans avoir peur de ce qui va se passer. Au fond, c'est une peur qui est naturelle. Quand on a commencé sur l'union monétaire, je me rappelle, les économistes disaient, voilà, les petits pays à la périphérie de l'Europe vont souffrir. Et c'est les grands pays au centre de l'Europe qui vont gagner. Aujourd'hui, si on regarde la périphérie de l'Europe, le Portugal, si on regarde le nord d'Europe, ils n'ont pas perdu. Même chose sur l'union bancaire, si on veut. Là aussi, on avait peur que... ces peurs, à la fin, elles ont été dépassées et les gagnants, au fond, si on pense au système bancaire de certains pays par rapport à ceux d'autres, on n'en est pas encore tout à fait à avoir dépassé les peurs sur l'union bancaire de ce que j'en comprends. Voilà. Peut-être on va écouter le politique sur ce sujet et on va continuer le tour de table, mais on voudrait entendre Marianne aussi là-dessus qui, je crois, a quelques mots à nous dire. D'abord vous, Alexandre, allez-y. Alors, c'était une discussion passionnante et riche, donc pêle-mêle. Je pense qu'il y a deux sujets sur Total ou d'autres sujets comme ça. Il y a un sujet technique et les gens qui sont ici sont bien plus qualifiés que moi pour y répondre. Il y a un sujet politique, alors je vais en forcer une porte ouverte, mais quand on est une très grande capitalisation et un champion industriel, on a par essence une attention particulière qui est portée sur nos mots et sur nos actions. C'est vrai pour Total, je suis sûr que c'est vrai pour Apple ou Microsoft aux États-Unis. Dans la majorité des pays, il y a un attachement assez fort et du coup, par définition, les conséquences politiques sont plus grandes que si c'était n'importe quelle entreprise cotée ou n'importe quelle autre entreprise cotée. Je pense que ça, il faut l'accepter quand... Ça n'a échappé à personne. Oui. Que Total fait réagir le ministre des Finances. Donc je pense que ça, c'est consubstantiel et ça sera la même réalité pour n'importe quel secteur. Ça sera un grand champion, on peut plutôt s'en féliciter. Le deuxième sujet, c'est qu'il me paraît évident qu'il faut faire une union des marchés des capitaux, il faut avancer dans ce sens-là. Je pense que tout le monde partage ce souhait et qu'aujourd'hui, si on regarde le lien et le passage du financement de l'économie, il est de façon très insatisfaisante par le marché et de façon très très large par le bancaire en France, ce qui est très insatisfaisant. Et même qu'il y a derrière ça une question fondamentalement politique qui est la relation que les individus, les particuliers en France ont au marché, leur conception de ce que vous évoquiez au début, du bénéfice partagé ou au contraire d'une opposition entre vie réelle et vie financière. Et ça requiert des changements profonds. Cela dit, moi je mettrais deux astérix. La première, c'est que je pense qu'il y a déjà des choses qui existent qu'on va devoir revoir. Il y a des directives européennes, notamment Solvency, où on va devoir se poser des questions, notamment s'il y a un changement prodigieux aux États-Unis en fin d'année de politique sur la sécurité de leur système financier et les garanties pour le faire. Donc déjà, il y a des choses existantes sur lesquelles on peut se poser des questions. Et la deuxième, c'est que cette discussion sur l'union des marchés capitaux, que je soutiens pleinement, j'allais commencer un rapport dessus qui ne verra jamais le jour probablement, mais j'allais commencer un rapport dessus, c'est que ça me rappelle un peu les réflexions sur le prix du carbone. C'est une idée magnifique d'économiste. Ça fonctionne super bien en théorie. Et on parle de ça au niveau européen comme si c'était un niveau différencié du niveau national. En fait, derrière l'union des marchés des capitaux, il y a des réformes structurelles immenses à faire au niveau national. Il y a des bouleversements fondamentaux de nos régimes de retraite, des bouleversements colossaux de notre fiscalité autour de notre épargne. Soyons plus simples politiquement. L'union des marchés de capitaux, si elle passe par l'union bancaire, ça veut dire une fédération, une union. On devient un pays. Ça veut dire que une banque qui chute dans un pays des 27, si elle saute, ça veut dire que je suis solidaire, je la couvre, comme aux États-Unis. Je ne sais pas si les Français, si on les fait voter là-dessus, sont d'accord pour les couvrir une banque tchèque. Ça me paraît quand même un débat. C'est déjà le cas pour l'instant, ça me paraît plutôt être l'union bancaire. Il faut le dire avec des mots simples. Hein. Donc il y a deux sujets différents. L'union des marchés des capitaux, ce qui veut dire le rêve d'avoir, grosso modo, des poches de capital européennes avec des produits d'épargne où la fiscalité est identique, où les conséquences de liquidation sont identiques, etc. Ce qui est le rêve de l'économiste parfait. Cette réalité-là, peut-être qu'elle est idéale d'un point de vue économique. Pratiquement, je pense qu'il faut se résoudre à la réalité qu'on va devoir essayer de trouver des biais qui sont plus efficaces, mais on n'aura jamais
la liquidité parfaite et les qualités parfaites qui peuvent exister dans un marché unique parfaitement intégré. Sur l'union bancaire, on d'ailleurs des choses à finaliser, mais pour le coup, on a plutôt bien avancé sur l'union bancaire. Il reste encore 2-3 éléments importants à finaliser, mais je pense que c'est important de garder ça à l'esprit parce que sinon on risque de rentrer dans un cercle qui peut être usuel à niveau européen, c'est qu'on passe 15 ans à parler de quelque chose et que 15 ans plus tard, on se retrouve et ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, on va prolonger le débat peut-être. Alors, peut-être Marianne qui voulait prendre, mais parce que même le président de la République l'a dit, moi je vous donne 12 mois pour réfléchir à faire la vraie union des marchés de capitaux, passant par tout ce qu'on vient de dire. Puis il y a un rapport Noyer qui dit on pourrait le faire peut-être en passant par un produit d'épargne européen qu'on créerait, on pourrait faire avec une étape peut-être plus raisonnable, plus acceptable peut-être politiquement. Donc il y a plusieurs chemins pour aller vers l'union des marchés de capitaux. Qu'est-ce qu'en pense le régulateur ? D'abord, je voudrais revenir un instant sur Total Énergie et ce qui a été dit. Moi, je pense que c'est un électrochoc. Je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe et je pense que c'est le plus vibrant plaidoyer pour l'union des marchés de capitaux, mais non pas un truc à faire dans 15 ans, pour l'urgence de l'union des marchés de capitaux. Donc pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en moyenne, pour 1 euro de résultat net, une entreprise est valorisée 14 euros en Europe et 20 euros aux États-Unis. Donc ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller et ça doit être une raison d'agir. Et j'ai essayé de commencer à le dire tout à l'heure, le seul univers dans lequel on peut agir, puisqu'on voit que finalement à Paris ça a déjà pas trop mal réussi, la place financière de Paris a plutôt bien réussi, mais le seul univers dans lequel maintenant on peut agir, c'est l'univers européen. Alors pourquoi il y a une urgence particulière, pas uniquement à cause de Total, mais tout simplement parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. On a besoin de beaucoup d'argent en Europe pour financer la transition écologique, pour financer la transition digitale et maintenant pour financer la relance de l'industrie de défense européenne. Ce n'est pas les finances publiques qui vont venir financer ces gigantesques besoins. On parle là de centaines de milliards d'euros. 1000 milliards même, paraît-il. Alors 1000, je ne sais pas si on arrive à 1000, comment on arrive à ce chiffre, c'est 700 par an, ne serait-ce que pour la transition écologique et énergétique. Donc évidemment, on a des besoins de financement qui sont gigantesques. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union des marchés de capitaux, qui vivotait depuis une quinzaine d'années, après le départ des Anglais notamment, puisque c'était au départ un projet porté par un commissaire britannique. Et vous parliez tout à l'heure de la place de Londres, bien sûr que la place de Londres va continuer à exister et bien sûr que les marchés de capitaux, c'est quand même un domaine dans lequel les Anglais ont quelque chose à dire. Donc on peut déplorer d'ailleurs leur départ de ce point de vue-là. Maintenant, c'est un projet qui doit être lancé avec l'Europe telle qu'elle est. Il faut être réaliste dans son périmètre actuel parce qu'on a des besoins de financement qui sont absolument colossaux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a à nouveau un énorme portage politique sur ce projet qui effectivement était un petit peu tombé en arrière-plan depuis un certain nombre d'années, depuis notamment le départ des Britanniques. Il y a un portage politique qui est lié à cette nécessité. On a besoin de... Et on l'a fait en 15 ans ou on l'a fait en urgence, peut-être avec des façons plus pragmatiques. Vous parliez de pragmatisme tout à l'heure. Est-ce que le rapport Noyer ne donne pas quelques pistes plus raisonnables ? Alors, le rapport Noyer est un rapport très important. C'est un rapport qui veut changer de méthode en disant, au lieu d'avoir 50 textes qui cheminent en même temps, même si ce bilan-là n'est pas nul. Il y a eu des textes importants qui ont été adoptés, notamment le fameux Listing Act dont je parlais tout à l'heure, mais peu importe. Ce que dit Noyer, il faut se focaliser sur quelques projets cibles qui vont pouvoir faire changer les choses de manière évidente et rapide. Il y a le rapport Noyer, je me permets de parler aussi d'un rapport très important qui est sorti le 22 mai dernier, qui est celui de l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, qui est d'ailleurs localisée à Paris et dont je suis membre en tant qu'autorité nationale, qui a sorti 20 recommandations pour relancer l'union des marchés de capitaux. Les idées se rejoignent assez clairement. D'abord, il y a la nécessité de relancer la titrisation en Europe, qui est un sujet très important, qui est maintenant poussé par les régulateurs de marché européens. C'est donc un pas fondamental qu'ont franchi les régulateurs de marché européens. Il y a l'idée... Pardonnez-moi, mais il faut quand même qu'on intéresse les investisseurs à cette affaire, parce que c'est eux qui voteront avec leurs pieds. Si on continue à mettre leur argent aux États-Unis, ils ne le mettront pas en Europe. Or, on a la chance d'avoir beaucoup d'épargne en Europe. Donc, il faut que les investisseurs soient intéressés. Il faut donc qu'ils aient, on parle d'un produit
qui pourrait être un produit long, investi en grande partie, ça c'est l'idée de Noyer, dans les entreprises européennes. Ça doit être aussi un produit simple et ça doit être aussi un produit qui est suffisamment sécurisé. Et quand on est français, on aimerait qu'il soit défiscalisé même, mais ça c'est parce qu'on est français. Ça n'est pas le sujet de l'autorité des marchés financiers, mais les régulateurs de marchés européens sont allés un peu au-delà de leur domaine et ils ont dit très clairement qu'effectivement, il fallait traiter le sujet de la fiscalité pour donner une fiscalité préférentielle aux produits ou à la catégorie de produits qu'on voudra voir se développer en Europe. Le troisième sujet, c'est le sujet de la supervision. Ce n'est pas la supervision qui crée les marchés, mais la fragmentation de la supervision est aujourd'hui, il faut le dire très clairement, un obstacle au développement de l'union des marchés de capitaux. Et là, les superviseurs de marchés européens ont dit collectivement et de manière extrêmement engagée, oui, il faut que nous abandonnions une partie de nos petits pouvoirs nationaux ou nos grands pouvoirs nationaux et que ces pouvoirs soient repris par l'autorité européenne des marchés financiers dans 2 domaines prioritaires. D'abord, les grandes infrastructures de marché pan-européennes. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de superviser chacun dans notre coin un bout d'infrastructure de marché européenne. Il faut que ce soit supervisé au niveau européen pour des raisons de développement des marchés de capitaux et subsidiairement aussi pour des raisons de stabilité financière. Un superviseur collectif ou unique, on verra la forme que ça pourra prendre, sera plus efficace pour superviser ces grandes infrastructures de marché pan-européennes. C'est aussi le cas des acteurs pan-européens en matière de crypto. On est à la veille de l'entrée en vigueur du règlement européen qui s'appelle MiCA, qui va créer un passeport européen pour les cryptoactifs. Il est urgent qu'on passe à une supervision européenne pour ce type d'acteurs pan-européens également. Donc oui, il y a des choses à faire. Oui, elles sont à plus ou moins court ou moyen long terme. Il y a des choses qui peuvent se faire très 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 vite. En particulier donner aux superviseurs européens actuels plus de pouvoir, mais aussi le pouvoir, ce qu'on appelle de no action letter, c'est-à-dire de pouvoir écarter clairement des textes qui sont devenus contre-productifs. Il faut qu'on ait un dispositif de réglementation européen plus agile. J'appelais tout à l'heure de mes vœux des lois financières plus régulières en France. Ça doit être aussi le cas en Europe. Il faut qu'on puisse ajuster notre réglementation beaucoup plus rapidement. Ça ne peut pas attendre 3 ans ou 4 ans. Il faut qu'on puisse avoir des processus beaucoup plus rapides pour rester dans le marché, en fait. Merci. On a toute la feuille de route. Grâce à vous, je pense que vous avez bien clarifié la situation, même si, évidemment, il y a encore du chemin à parcourir pour y arriver. On a compris aussi que vous avez employé le mot « urgence ». Alors, Delphine, vous bouillonnez depuis tout à l'heure. Quand on a préparé le débat, vous disiez, est-ce que j'aurai un truc à dire ou pas? Mais là, je sens non, que plein de trucs à dire. J'étais pas inquiète, Philippe. Ça, c'est mis-selling. Je reviens juste un instant sur les comparaisons de Valo UE-US. Quand on compare effectivement ce qu'a fait Marianne, des entreprises européennes à des entreprises américaines. Il y a une partie de l'équation qui est due, et là on peut le débattre, au marché, mais la majeure partie, c'est la nature de l'entreprise, son marché domestique, ce qu'elle est, et ses investisseurs, bien sûr. Donc, quand nous, on a fait une étude récemment qui compare le destin des entreprises européennes cotées en Europe et les entreprises européennes qui sont pas si nombreuses, en fait, ou pas encore, je sais pas, et j'espère que ce sera pas plus, aux États-Unis. Et là, on voit que pour l'intro, ce qu'on appelle l'aftermarket, c'est-à-dire ce qui se passe dans les mois qui suivent, la situation est de plus 8% sur 2018-2023 pour les intros, plus 8% sur Euronext, moins 17% pour les entreprises européennes qui vont aux États-Unis. Sur la liquidité, sur la tranche 1 à 5 milliards et 5 à 200 milliards, elle est plutôt meilleure, mais on va dire équivalente entre entreprises européennes aux États-Unis et en Europe. Et sur les valorisations, si on prend le Next 12 Months, donc ce qui se passe dans l'année qui suit l'IPO, le price earning ratio médian est supérieur sur Euronext à la situation américaine. Le message, c'est quoi? C'est que si vous êtes européen, c'est pas forcément une bonne idée de vous coter aux États-Unis. Est-ce que c'est un bon message? Oui, forcément pour moi, mais j'aimerais bien dire autre chose. Je voudrais avoir autre chose que de la publicité négative. Je voudrais effectivement qu'on puisse être fier de notre place et de notre performance et qu'on arrive à améliorer les choses et donc à être très crédible et plus crédible qu'aujourd'hui, plus convaincu,
les uns et les autres de la publicité positive. Et pour ça, il faut aussi reconnaître ce qui nous manque. Et là, on revient au sujet des investisseurs. Alors, j'ai eu la chance de faire partie du groupe d'experts qui a produit le rapport sous l'égide de Christian Noyer. Et je reviens sur la question du produit d'épargne. Effectivement, il y a tout un débat sur ce produit d'épargne européen. On a les bassins domestiques qui sont les nôtres. Et donc, si on parle d'un produit européen ou d'un produit portable en Europe, on risque de se focaliser sur un petit produit de niche qui va être focalisé sur la transférabilité pour des parcours qui existent mais qui sont quand même minoritaires de transfrontières, etc. Et la grande partie de l'iceberg, c'est quand même le fond de chaque mix d'épargne domestique. Et donc la manière dont on a géré ça, à tort ou à raison dans le groupe, c'est de dire finalement, il faudrait avoir un label qui permette de faire reconnaître des produits comme ayant les bonnes caractéristiques. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on fait ? En réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de parler du fond, parler de la substance, parler de l'orientation de l'épargne en Europe. Et au moment où on parle, dans un autre, à l'étage, ils sont en train d'avoir un autre panel, auquel vous n'êtes pas allé puisque vous avez choisi, merci beaucoup. Ils parlent de la Retail Investment Strategy. Et alors on peut en débattre à l'infini, mais là c'est une Europe qui va discuter des process, des règles, des canaux. Et je pense que c'est un des travers de l'Europe d'avoir cette précipité sur la norme et de ne parler que des règles. Là, on a amené le débat vers le fond. Et c'est plus dur, mais c'est la substance. Donc on peut parler d'un produit européen, d'un label européen, on peut parler du bon mix dans chaque pays. Et si c'est ça le débat, alors ça nous renvoie à une autre question qui est « et nous en France ?» Et nous en France, on fait quoi par rapport à notre mix? Est-ce qu'on est satisfait des incitations? Est-ce qu'on a des bons résultats? Je vois que tu veux que j'arrête, mais j'ai un dernier truc à dire. La dernière contribution qui est attendue de l'Europe, c'est pour des acteurs comme nous, Euronext, ou pour les gérants d'actifs dont parlait tout à l'heure Lorenzo, on n'est pas aujourd'hui en Europe, traités comme un groupe. Les banquiers le sont, les assureurs le sont, sous différents modèles de supervision harmonisés, coordonnés, etc. Nous, pas. Pas du tout. Et ça, je pense que c'est un problème pour que les acteurs grossissent, pour qu'ils aient vraiment les synergies qu'ils puissent rendre au marché. Merci beaucoup, Delphine. Je crois qu'on a pas mal avancé sur ce débat. Augustin, c'est le programme de travail pour plusieurs années. Et ça sera le mot de la fin. Non, le programme de travail, il est d'abord de rendre hommage à tous les gens qui sont ici, qui ont participé au groupe d'Europlace, parce que on fait des travaux au quotidien qui permettent d'avancer. Je prendrai simplement un seul exemple. Nous avions, il y a 3 ans, organisé une discussion sur la possibilité pour les entreprises en création d'avoir des droits de vote multiples, et il y avait un désaccord au sein de la place de Paris. Vous aviez beaucoup d'asset managers qui disaient non, 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 nous, asset managers, on veut une action, une voix, il n'est pas qu'ils ont... Et on leur a fait comprendre par la pédagogie que si on ne bougeait pas, eh bien les entreprises en croissance iraient se coter à Amsterdam. Et donc, les choses que nous devons faire, c'est continuer à travailler groupés pour l'intérêt général de la création d'emplois dans la finance à Paris. La deuxième chose que nous devons faire, c'est surtout pas copier Londres et surtout pas copier une finance au service d'elle-même qui a conduit au Brexit. Et donc, dans les moments de tension qui vont survenir, parce qu'on a bien le sentiment que la fragmentation des situations, qui est liée au taux d'intérêt très faible que nous avons depuis 20 ans. Hein. Moi, j'ai coutume de dire que quand Tocqueville est arrivé aux États-Unis en 1831, il a dit « la démocratie, c'est l'égalisation des conditions ». Eh bien, les taux d'intérêt très très faibles, c'est l'écartement des conditions. Et cet écartement des conditions, des situations patrimoniales, des situations personnelles, peut conduire très vite à prendre la finance comme bouc émissaire. Et donc, en ce qui me concerne, j'assigne à Paris Europlace un rôle très important, qui est de montrer que la finance est au service des citoyens, que s'il n'y a pas une bonne assurance, il n'y a pas une possibilité d'entreprendre, que s'il n'y a pas un bon système bancaire, il n'y a pas une possibilité d'entreprendre, et que tous les produits financiers, à la fin de l'histoire, sont destinés à permettre à chacun d'entre nous d'investir, de se projeter dans l'avenir, etc. Donc moi, je pense que le principal défi de notre collectivité de la place financière de Paris, c'est d'une part de continuer à travailler les détails en liaison avec le Parlement, et d'autre part de toujours se préoccuper de bien montrer que la finance est au service de l'économie réelle. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 5.